Cher ami cuistot, si tu préfères l'huile d'olive à l'huile de tournesol parce qu'elle est plus saine et plus nutritive, tu dois t'assurer que tu utilises la vraie. Selon les experts, 69% de l'huile d'olive extra vierge importée sur le marché ne répondrait pas aux normes mondiales strictes qui s'appliquent à ce fameux produit. À moins que tu ne te sois approvisionné en huile d'olive directement auprès d'un producteur ou d'un distributeur certifié, la bouteille d'huile d'olive italienne extra vierge qui se trouve dans ta cuisine peut très bien être une contrefaçon. Il pourrait s'agir d'une huile de qualité inférieure, étiquetée de manière trompeuse comme étant vierge ou extra vierge, voire qui ne provient peut-être même pas d'Italie. Dans certains cas, il peut s'agir d'un mélange avec d'autres huiles d'origine incertaine ou, dans le pire des cas, même pas d'une huile d'olive, mais d'une huile végétale à laquelle on a ajouté des colorants et des arômes. La véritable huile extra vierge doit provenir du premier pressage des olives, et elle regorge d'antioxydants, de nutriments et de divers bienfaits pour la santé, ce qu'une huile bas de gamme ne t'apportera jamais. Même si tu l'achètes auprès d'une marque réputée, et même si elle porte le label Appellation d'origine protégée, ou AOP, qui indique l'origine géographique précise de ton huile d'olive extra vierge, tu n'es pas tiré d'affaire pour autant. Les États-Unis importent, par exemple, plus de 350 tonnes d'huile d'olive, et leurs ressources ne sont pas suffisantes pour contrôler tout ce flux. En bout de compte, ces consommateurs se sont habitués à acheter de mauvaises huiles à des prix inférieurs. Pour être sûr d'acheter la véritable article, commence par vérifier l'origine sur l'étiquette. La Sicile et la région des Pouilles en Italie sont d'importants centres de production d'huile d'olive. Tu as donc moins de chances de te faire avoir par celle-ci. L'Espagne, la Grèce et la Tunisie sont les 3 plus grands producteurs en dehors de l'Italie. Vérifie également que ton huile porte à la fois la date de fabrication et la date de péremption. Les agriculteurs qui manufacturent un bon produit ne te cacheront certainement pas la véritable date de fabrication. S'ils le font, c'est probablement que l'huile est trop vieille. L'huile d'olive ne se bonifie pas avec l'âge et doit être utilisée dans les 18 à 24 mois suivant la date de récolte. Et une fois ouverte, elle n'est bonne et saine que pendant 6 mois au maximum. Opte pour un distributeur unique ou un producteur unique. Cela signifie que les olives auront été cultivées, pressées et mises en bouteille au même endroit, principalement par un seul groupe de personnes. Une étude a montré que ce type d'huile était moins susceptible d'être trompeur. Par ailleurs, elle devrait être plus fraîche. Ne t'attends pas à ce qu'un bon produit ne te coûte presque rien. Tu n'es pas obligé d'acheter l'option la plus chère sur l'étalage, bien entendu. Mais choisis au moins une huile à un prix moyen, dans un bidon métallique ou une bouteille en verre foncé. Si tu as l'occasion de la sentir et de la goûter avant de l'acheter, choisis celle qui sent bon, comme un parfum d'herbe ou quelque chose de fruité. Si elle sent le renfermé, le rance ou n'a pas d'odeur du tout, c'est un autre mauvais signe. Ce n'est pas qu'une simple rumeur. Les transports des pistaches, surtout à l'étranger, doivent faire l'objet d'une attention toute particulière. Ton encas de l'apéritif peut générer sa propre chaleur s'il est emballé en trop grande quantité. Cela est dû à sa forte teneur en matière grasse, 45%, 55%, et à sa faible teneur en eau. Les graisses contenues dans les pistaches peuvent se décomposer lorsqu'elles interagissent avec l'air au cours du transport. Les choses deviennent encore plus compliquées si l'humidité entre dans l'équation, car elle peut dégrader les acides gras des pistaches. Ce processus libère du dioxyde de carbone, et s'il se répète, il peut générer une chaleur importante. C'est ainsi qu'une boîte de pistaches stockée dans un environnement sombre et humide peut parfois s'enflammer spontanément. Et c'est pourquoi il est si important de les transporter dans des conditions spécifiques, principalement à des températures fraîches et dans une atmosphère faible en humidité. Pour certains, la coriandre a le goût de spaghettis saupoudrés de savon, de terre, d'insectes écrasés ou de copeaux de métal. Si tu es l'une de ces personnes, il te faut remercier tes ancêtres pour cela. Pour la plupart des papilles, la coriandre est un mélange piquant de persil et d'agrumes. Mais ceux qui ne supportent pas cette herbe présentent une variation génétique particulière. Elles portent leur sensibilité aux composants savonneux des feuilles de coriandre à un tout autre niveau. Dans les régions où la coriandre est populaire, telles que l'Amérique centrale et l'Inde, la plupart des gens n'ont pas cette particularité génétique. L'essentiel des sceptiques de la coriandre vivent en Asie de l'Est, où elle n'est pas si répandue. La salade César n'a rien à voir avec un célèbre empereur romain. Elle serait née le 4 juillet de l'année 1984. Son inventeur était un certain Cesare Cardini, un immigrant italien résidant à San Diego et qui tenait un restaurant à Tijuana, au Mexique. Cardini a élaboré son plat emblématique à partir de 7 ingrédients simples. Des feuilles de laitue romaine croquantes, un jaune d'œuf cru, de l'huile d'olive italienne savoureuse, du parmesan fraîchement râpé, une pincée de sauce Worcestershire, un zeste de jus de citron vert et une tranche de baguette parfaitement grillée.
Les autres ingrédients, comme l'ail ou les anchois, ont été ajoutés plus tard. Et là, je suis en train de baver sur mon micro. Pardon. L'amande n'est pas une noix, mais techniquement un fruit à coque dure provenant de l'amandier. Elle est donc cousine des pêches, des cerises, des prunes et des nectarines. Les bananes, les kiwis, les aubergines et même les concombres répondent tous à la définition des vrais baies, car ce sont des fruits issus d'une seule fleur avec un seul ovaire. Les fraises, les mûres et les framboises ne sont pas des baies en revanche. Techniquement, ce sont des fruits agrégés, car ils proviennent d'une fleur ayant plus d'un ovaire. Les pommes et de nombreux autres fruits sont de proches parents des roses. Ils appartiennent à la même famille, celle des rosaceae. Les poires, les prunes, les framboises et les abricots en font également partie. Le premier aliment consommé dans l'espace aura été de la compote de pommes. L'astronaute américain John Glenn l'a grignoté au cours de la 3e mission Mercury en 1962, directement à partir du tube d'aluminium. Ce repas n'était guère savoureux, car la conception des tubes ne permettait pas de voir ou de sentir la nourriture, et le choix des aliments était vraiment limité, en raison du type de texture que les tubes pouvaient contenir. Beaucoup de choses ont changé depuis. Et aujourd'hui, les astronautes peuvent déguster de nombreux repas qui sont pour la plupart lyophilisés afin de rester frais plus longtemps. Le miel naturel n'a pas de date de péremption. Des archéologues sont tombés sur des pots de miel conservés dans d'anciennes tombes égyptiennes pendant des milliers d'années et ils étaient encore en parfait état. Ainsi, le miel stocké dans des récipients bien fermés peut demeurer stable non seulement pendant des décennies, mais même pendant des siècles. Tout dépend de sa composition biologique. Grâce à sa teneur élevée en sucre, à son faible pH et au processus méticuleux de fabrication du miel par les abeilles. Le miel devient un environnement hostile pour tous les organismes susceptibles d'altérer cet aliment. Les pissenlits ne sont pas seulement bons à manger. Ils font partie des aliments les plus sains et les plus nutritifs que l'on puisse trouver littéralement n'importe où. Tu peux manger n'importe laquelle de ces parties, du sommet de la fleur jaune jusqu'aux racines. Les feuilles de pissenlit sont excellentes dans les salades, les sandwichs, les omelettes et d'autres plats. Certaines variétés de cactus sont une véritable mine d'or sur le plan nutritionnel, avec une immense quantité de vitamine C et E, de fibres et d'antioxydants. Lorsque tu prends une bouchée de cactus, surtout lorsqu'il est cru, tu ressens un léger croquant et une texture similaire à celle d'un poivron. Le cactus a un goût de légumes verts, avec des notes de gombo. C'est un peu comme les haricots verts, les poivrons verts et les asperges. Il a également un goût subtilement acidulé et une petite note d'agrumes. Si tu cultives ton propre cactus ou si tu te le procures directement auprès d'un producteur et que tu souhaites le cuisiner, n'oublie pas d'enlever les épines, rase-les, puis utilise un économe sur les bords du cactus.